du coup, on vous a retransmis sur Zoom. Vous pouvez prendre la parole. Très bien, je vous remercie beaucoup. Merci. Madame la présidente de la société Kléber-Roussillon, Madame Geneviève Roussillon, Monsieur le fondateur, Monsieur Kléber-Roussillon, Mesdames et Messieurs les intervenants, Mesdames et Messieurs, je suis très heureuse d'ouvrir au nom du président Renaud Muselier la première rencontre COSCAIR intitulée COSCAIR, la grotte, l'homme, les animaux, qui s'annonce passionnante. Lorsque nous sommes à la tête de la région avec Christian Estrosi, le devenir de la ville méditerranéenne est déjà de nos préoccupations. Compte tenu de ces fonctionnements faramineux, pour éviter de la vente, il fallait trouver un vrai beau projet qui permette d'exploiter ce site conformément à notre engagement, en maintenant un intérêt régional et international selon la vocation première de ce bâtiment. Reproduire la grotte COSCAIR était le projet qu'il fallait pour ceci. Cette grotte, découverte par Henri COSCAIR en 1985, 120 mètres au-dessous du niveau actuel de la mer, dans les calanques de Marseille à proximité de Porto, avec 500 représentations peintes, gravées par l'homme de 33 à 19 ans avant notre ère, constitue un véritable trésor archéologique. La reconstitution des peintures et gravures pariétales d'une grotte sous-marine de cette ampleur sera une première sur le plan mondial. Créons ensemble un espace de connaissance et de mise en valeur d'un patrimoine exceptionnel, unique et millénaire. Une grotte paléolithique immergée, donc inaccessible, et probablement vouée à disparaître, car menacée par les conséquences du dérèglement. La région Sud participe ainsi à la préservation d'un patrimoine culturel incomparable et chargé en émotions. L'image des ornements de cette grotte, ce côtoie chevaux, bisons, fort pingouins et autres, sera préservée, mise à la disposition, notamment des jeunes et très jeunes, mais aussi de la communauté scientifique internationale. Nous offrons ainsi à la ville de Marseille et à notre pays un nouvel objet qui fera rayonner notre région dans le monde entier. Ce projet est aussi en totale cohérence avec la vocation culturelle et maritime du G4, suite à son réaménagement par Euroméditerranée et la ville de Marseille. Aujourd'hui, on constate que l'esplanade est très fréquentée par les Marseillais, mais aussi par les touristes, dont de nombreux croisiéristes. Et le projet retenu devait aussi être en adéquation avec la vocation populaire, culturelle et patrimoniale de ce quartier. Nous misons sur 10 000 visiteurs en 2022 grâce à l'effet de nouveauté, puis sur 500 000 visiteurs par an. Absolument, un peu moins d'un tiers de ces visiteurs devraient être des jeunes de moins de 18 ans. Et je voudrais insister sur la vocation pédagogique de ce futur centre, que ce soit la culture scientifique, l'éducation à l'environnement, il y aura de quoi, nous l'espérons, susciter, outre de la curiosité, de véritables vocations parmi les jeunes. Enfin, ce projet s'insère pleinement dans la stratégie environnementale et d'avance impulsée par Renaud Muselier au sein de notre collectivité depuis 2017. Pour mémoire, c'est le 9 septembre 2019, après avis unanime du comité d'orientation composé de représentants de l'État et de la région, que l'offre de la société est constituée. Le 16 octobre suivant, nous avons voté en assemblée plénière l'attribution de la DSP du Centre d'interprétation archéologique à la société Kléber aussi, qui propose la meilleure précision du projet sur les plans scientifiques et culturels, en plus de l'avantage économique présenté. Le choix de votre société, M. Roussillon, s'est fait au terme d'une procédure exigeante, un gros travail. Vous avez réalisé la réplique de la grotte Chauvet en Ardèche, une expérience précieuse tant sur le plan scientifique que politique. Renaud Muselier, que j'ai le plaisir de représenter aujourd'hui, a validé un projet exceptionnel qui s'insère symboliquement dans la double stratégie climatique et culturelle de la région. En attendant l'ouverture en juin 2022, et malgré ce contexte particulier,
souhaite que ce premier voyage au centre de la mer se fasse par vos échanges pour prendre mieux l'histoire de l'homme et les évolutions de la planète. Vivement 2022, nous avons tous hâte. Je vous remercie. Merci, Madame Catherine Giner. Donc, c'est Monsieur Rossillon, fondateur de la société, qui prend la parole. Est-ce que vous m'entendez? Merci, Madame la conseillère régionale. Avec vous, au nom de Geneviève Rossillon, présidente de la société qui porte mon nom, j'ouvre cette première rencontre COSCAIR. Depuis 35 ans, la société Kléber-Rossillon accueille le public dans des monuments historiques, des musées, des sites naturels en France et en Belgique. Elle fait partager la beauté et la connaissance à des millions de visiteurs qui viennent en ces lieux. Une clé de leur confiance est l'exactitude et la rigueur scientifique de ce qui leur est montré et de ce qui leur est dit, qu'il s'agisse d'histoire, d'histoire de l'art, de préhistoire ou de sciences naturelles. Comme vous l'avez dit, Madame, la région Sud a confié à la société Kléber-Rossillon la construction puis la direction pendant 25 ans de la réplique de la grotte COSCAIR et d'un centre d'interprétation dans la Villa Méditerranée à Marseille. En partenariat avec l'État, propriétaire et initiateur des recherches scientifiques dans la grotte, la région a doté ce projet d'un conseil scientifique qui apprécie et garantit la rigueur de ce que nous réalisons. Pour aller plus loin, les rencontres COSCAIR, nous ambitionnons d'en faire une par an, ont pour objet d'enrichir le projet par l'incorporation des dernières connaissances scientifiques et d'ouvrir à la communauté scientifique et au public éclairé le débat sur ce projet que nous réalisons. Que nous dit la grotte COSCAIR? Cette découverte de Henri COSCAIR, du plongeur Henri COSCAIR, que l'on trouve près de Marseille, dans les calanques de Marseille, une grotte ornée qui est à moitié immergée. C'est-à-dire qu'elle était à 120 mètres, à 130 mètres au-dessus du niveau de la mer il y a 25 000 ans, et que depuis ce temps-là, la mer a monté de 130 mètres. Et ça met en évidence ce qui est universel, c'est-à-dire que le niveau de la mer, les changements climatiques, elle est un premier témoin des changements climatiques qui se sont produits depuis l'ère glaciaire. Et l'autre découverte, l'autre étonnement qui a été au moment de cette découverte, a été de trouver le bestiaire paléolithique qui est représenté et qui comprend notamment des espèces marines, les phoques, les pingouins. Cela nous ouvre sur la question de la relation de l'homme paléolithique avec la mer, et ce sont donc les deux grandes questions qui sont posées par la grotte COSCAIR. Ces deux grandes questions, l'homme paléolithique et la mer, l'environnement, l'évolution de l'environnement, l'évolution des espèces qui sont représentées dans la grotte COSCAIR, ce sera un des thèmes des rencontres COSCAIR, ce sera un des thèmes de notre centre d'interprétation. L'autre thème sera un thème, je dirais, d'histoire naturelle, l'évolution le réchauffement climatique, ce qu'il a apporté notamment dans les causes de la montée, en tant que cause de la montée du niveau de la mer, avec l'interrogation que cela porte sur l'avenir. Que va devenir le niveau de la mer alors que nous sommes passés du Paléocène à l'Anthropocène, c'est-à-dire le moment où l'homme interagit avec l'évolution climatique. Ces deux points que nous voulons développer
feront l'objet des rencontres COSCARE. Donc, une rencontre COSCARE qui aura lieu tous les ans, une rencontre COSCARE qui sera consacrée à les thèmes sur la préhistoire. C'est ce que nous ouvrons aujourd'hui, en alternance avec des rencontres qui porteront plus précisément sur le réchauffement climatique et la montée du niveau de la mer. Alors, cette première rencontre que nous ouvrons aujourd'hui est dans des conditions, évidemment dans des conditions particulières. Nous aurions dû avoir avec nous, et je dois les excuser, Jean Clotte et Jean Courtin, qui ont été les premiers scientifiques à descendre dans la grotte. Et nous aurions dû aussi avoir la présence d'Henri Cosquer, que j'excuse aussi, qui nous suit en ce moment. Je vais passer maintenant la parole à Valérie Mollès, qui a préparé cette rencontre en liaison avec Jacques Collina-Gérard, le président de notre comité scientifique. Merci, Monsieur Rossillon. Madame la conseillère régionale, chers intervenants et auditeurs, bonjour à tous. Merci à la presse également de nous avoir rejoints. Donc, c'est une première rencontre, effectivement, et ce n'est pas sans une certaine émotion que nous inaugurons aujourd'hui celle-ci. Une première, c'est toujours un moment important dans les phases de lancement d'un projet, effectivement. Et vous l'aurez compris, ces rencontres font partie intégrante des missions qui nous sont confiées dans le cadre de la diffusion des connaissances sur la grotte Cosquer. Dans le projet global de restitution qui est en train de prendre place au sein de l'actuelle Villa Méditerranée, des médias de diffusion auront différentes formes, vous l'aurez compris, à travers la réplique qui permettra de vivre une réelle expérience, des espaces scénographiés, effectivement, pour contextualiser l'ambiance d'un bar de plongée évoquant l'époque de la découverte, avec également le Cro-Magnon, qui n'est autre que le bateau d'Henri Cosquer à ce moment-là. Dans l'amphithéâtre, dans le grand amphithéâtre, un film immersif qui retracera justement l'histoire de la découverte. Et dans ce qu'on appelle le porte-à-faux, dans le bâtiment, il y aura un centre d'interprétation pour comprendre le monde de ces artistes, leur environnement et leur spiritualité. On se posera la question, comme disait M. Rossillon, dans cet espace-là, de leur rapport à la mer, évidemment. C'est quelque chose de très important également pour nous. C'est un pôle d'accueil du jeune public qui sera là pour transmettre à tous, de façon pédagogique et ludique, cet incroyable patrimoine, comme vous l'avez très bien souligné, Madame Giner. Et puis enfin, un autre moyen de transmission des savoirs, ce sont des cycles de conférences et des rencontres comme celle-ci aujourd'hui. Donc, comme je le disais, cette rencontre aujourd'hui, avant même l'ouverture qui est prévue en 2022, marque le lancement de ce partage d'informations et de connaissances avec tous les publics sur une des grottes ornées préhistoriques qui est finalement une des plus connues et la plus singulière par son état immergé. L'objet de cette première rencontre est donc de présenter à la fois le projet et notamment les méthodes de travail pour répliquer la grotte, mais aussi c'était l'occasion de réunir des spécialistes pour aborder certains sujets qui seront traités dans le centre d'interprétation afin de pouvoir permettre de répondre aux questions qui sont suscitées par la visite d'un tel lieu. S'approprier un patrimoine, son patrimoine, c'est bien entendu pouvoir y accéder et avoir les clés de lecture pour une meilleure compréhension. Voilà. Excusez-moi, semble-t-il il y avait un problème de micro.
C'est bon? Voilà. Donc, je disais que c'était bien l'enjeu de restituer la grotte et de le rendre accessible à tous. C'était aussi le rôle d'une telle rencontre. Donc, les thématiques ciblées aujourd'hui entrent en effet en résonance avec le programme de restitution de la grotte et du centre d'interprétation portant sur la préhistoire, le paléo-environnement et l'histoire du réchauffement climatique. Donc, les différentes présentations et les échanges projetteront notre regard sur la grotte, les sociétés qui l'ont fréquentée et la biodiversité de la Méditerranée paléolithique disparue. En effet, le bestiaire dessiné dans cette grotte en partie immergée depuis la fin de la dernière période glaciaire montre des animaux rares au sein du corpus iconographique paléolithique. Certains ont disparu, comme le grand pingouin, d'autres, comme le phoque et l'antilope saïga, sont en danger critique d'extinction. Donc, évoquer l'universalité à travers l'art pariétal de la grotte Cosquer et sa singularité actuelle du fait de la localisation de la cavité sous la mer sont des objectifs des plus stimulants. Nous avons tous pour mission de valoriser la grotte et tout un pan de l'histoire que certains appellent préhistoire. Un rôle important d'appropriation d'un patrimoine très ancien et inaccessible, et donc assigné à la Villa Méditerranée, accueillant en 2022 la réplique de la grotte Cosquer. Montrer que Marseille a aussi une histoire très ancienne, c'est aussi rendre hommage à cette part d'humanité, à ces sociétés du paléolithique provençal présents dès 30 000 ans. Donc, pour discuter de tous ces sujets, je vous présente le programme de la journée. Donc, si vous pouvez afficher le programme. Donc, ce matin, une première session qui présentera le cadre naturel de la grotte, donc géologique et paysager. Et puis, nous aborderons les datations pour connaître les périodes de fréquentation et d'ornementation. Deuxième session qui évoquera l'homme à travers des questionnements sur quelle société préhistorique autour de la grotte Cosquer. Et puis ensuite, le peuplement de l'Europe par Homo sapiens. Là, nous aurons un temps d'échange et puis la pause déjeuner. Et il nous faudra reprendre à l'heure, à 14 h, pour la troisième session sur les animaux, pour connaître la faune présente sur ce territoire. Et puis, vous l'avez compris, nous avons souhaité appuyer sur le bestiaire emblématique et les animaux rares de l'art préhistorique, que sont le phoque, le pingouin et la saïga. Ensuite, également, un temps d'échange sera prévu avant la quatrième session qui présentera plus particulièrement le projet et les méthodes appliquées à la réplique. Pour clore cette introduction, je souhaite sincèrement remercier tous les intervenants et modérateurs qui ont bien voulu intégrer donc un cercle de personnalités de référence sur les thématiques qui touchent à la grotte Cosquer. Nous vous remercions d'être à nos côtés en tant que passeurs de savoir. Je vais simplement finir avec un petit intermède technique de manière à solliciter les personnes qui se sont inscrites à la visioconférence et qui souhaiteraient donc poser des questions durant ces fameux temps d'échange. N'hésitez pas surtout à écrire vos questions. Vous avez un bouton qui se trouve dans le bandeau en bas de l'application Zoom. Alors, pour certains, c'est peut-être converser, pour d'autres, c'est chat. Donc, veuillez les utiliser afin de nous retranscrire vos questions pour qu'on puisse ensuite les partager. Je vous remercie et puis je vais donc appeler Monsieur Colina Girard qui va pouvoir nous présenter son intervention sur le contexte géologique et paysager. Donc, Jacques Colina Girard est géologue et préhistorien, maître de conférences retraité et chercheur associé à Aix-Marseille, membre du LAMPEA, et il est également président du conseil scientifique. Monsieur Colina, à vous. Vous m'entendez? Je voudrais tout d'abord
remercier la Société Claire-Roussillon pour cette conférence et donner mon bonjour à tous les collègues, amis, réels, virtuels ou ectoplasmiques qui assistent à cette conférence d'un style un peu spécial en vous parlant du cadre naturel de la grotte Cosquer. La grotte Cosquer, en 91, lors de sa découverte, a été une bulle de mémoire qui a explosé dans les eaux marseillaises parce que brusquement, on a vu arriver à jour des informations sur une préhistoire qui était quasiment ignorée dans la région, vu le peu de sites. Et cette préhistoire s'inscrit bien sûr dans une histoire géologique très complexe qui participe aussi de l'insertion de la grotte dans le paysage. Alors là, vous avez Jean Courtin, devant le panneau des petits chevaux. Jean Courtin était l'initiateur de l'expertise tout d'abord et des premières missions dans la grotte. Or, les faits géologiques, les mémoires géologiques de la grotte Cosquer, en fait, il faut les aborder suivant différents plans. Tout d'abord, la lithologie spécifique dans laquelle s'inscrit la grotte. Ensuite, il faut parler de la fracturation qui détermine la position et la planimétrie des grottes. Il faut aussi parler des paléoclimats qui ont considérablement varié au cours du temps, et particulièrement dans les périodes glaciaires, qui ont façonné les paysages. Or, les paysages littoraux marseillais, en fait, c'est des paysages qui ont été noyés par la mer. Donc, il faut parler de cette remontée de la mer de manière un peu spécifique, en s'y intéressant. Et ça implique aussi des questions sur les risques actuels qui sont courus dans la grotte et pour lesquels le ministère de la Culture s'inquiète avec raison. Et on parlera aussi de ce qu'on appelle les spéléothèmes, c'est-à-dire tout le concrétionnement qui est dans la grotte, qui est une chronologie et qui est aussi lié au climat. Alors, la lithologie, à Marseille, nous sommes dans une région, surtout dans le massif des Calanques, où dominent des calcaires blancs massifs, ceux qui constituent la gare Saint-Charles, et qui sont tout à fait aptes au creusement de grottes. Alors, ces calcaires, vous les connaissez tous, ce sont des calcaires qui sont riches en fossiles, en particulier ces rudistes, qui caractérisent ce terrain qui date d'à peu près 100 millions d'années et qui correspondent à ce qu'on appelle l'urgonien. Or, l'urgonien, en fait, ce sont des roches issues du démantèlement de récifs tropicaux, donc il y a 100 millions d'années et plus, qui constituent un plateau continental à la place de la région marseillaise. Or là aussi, ça renvoie à la mémoire des paysages, parce que, en fait, le paysage de l'époque n'avait absolument rien à voir avec le paysage actuel. Le continent se situait au sud. Marseille et la région, c'était sous l'eau, c'était un plateau continental peu profond dans lequel il y avait ces rudistes. À Aix, il y avait des îles sur lesquelles gambadaient les dinosaures, qui sont bien connus dans la région, et au nord, c'était la mer ouverte. Donc, ça renvoie à la mémoire d'une paléogéographie qui est complètement disparue maintenant, mais qui a laissé ses traces dans la région. Alors, ces calcaires urgoniens, ils seront répartis en coupes, comme sur le schéma du dessus, c'est-à-dire ils sont représentés ici en vert, et ça vous montre qu'il y a une succession logique près du Mont Rose et du Jurassique, ensuite Crétacé inférieur au Mont Puget et dans les Calanques, ensuite à Cassis c'est du Crétacé moyen, et au Crétacé supérieur, vous avez les formations à Galets du Cap Canaille. Donc il y a toute une histoire géologique, une mémoire géologique du paysage. Alors ces calcaires urgoniens, bien massifs, sont solubles dans l'eau chargée de gaz carbonique, donc c'est favorable au creusement de grottes et de différentes formes karstiques. En fait, c'est une région de Slovénie. Donc, dans les grottes, on a des calanques, dans les calanques, on a des grottes émergées, on a des grottes immergées, comme la grotte Cosquer, et on a aussi des fleuves immergés, comme celui de Port-Miou à Cassis. Donc, c'est typique de ces paysages calcaires. Or, une autre question qui se pose aussi aux préhistoriens, c'est l'origine des silex trouvés dans la grotte. Parce que, en fait, souvent, les silex, ils sont très recherchés par les hommes préhistoriques, venaient de loin ou de près. C'est vrai que dans les calanques, il n'y a pas beaucoup de silex, c'est une formation du Valangien supérieur où il y a des silex, mais ce ne sont pas des silex comparables à ceux trouvés dans la grotte, ce sont des silex de mauvaise qualité, dont je pense qu'ils ont importé leurs silex de beaucoup plus loin. Alors, la grotte Cosquer, elle s'inscrit aussi dans ce qu'on appelle à Marseille les calanques. Calanques, ça veut dire descendre. Donc, en fait, ce sont d'anciennes vallées karstiques qui ont été envahies par la mer, comme ici, où vous avez à droite de la photo la calanque de Morjou, très profonde, à gauche la calanque de Sormiou, et sur ce cap Morjou, vous avez la grotte Cosquer qui se trouve sous la mer à 37 mètres de fond. Alors ces calanques, ce sont aussi le résultat d'une ingression marine dans un relief karstique calcaire
à une époque post-glaciaire. Donc voilà la position exacte de la grotte Cosquer, qui est au pied de cette falaise qui est exploitée au siècle dernier. Il faut plonger jusqu'à moins 37 mètres pour arriver à l'entrée de la grotte. Or, si on regarde le Cap Morjou un peu loin, d'avion ou autre, on s'aperçoit qu'il y a plein de striations dans le paysage qui correspondent à des fractures. Ces fractures sont orientées, ici vous avez des exemples à nord 130, nord 70, etc. Donc ça mérite un examen plus approfondi. Et effectivement, si on prend une photographie aérienne du Cap Morjou à l'échelle du 5 millième et qu'on relève toutes les traces de fractures sur le Cap Morjou, on s'aperçoit que statistiquement, vous avez deux directions préférentielles, nord-ouest-sud-est et nord-est-sud-ouest, comme sur la rosace en bas à gauche, et que ça correspond aux directions des salles de la grotte qui sont orientées par ces fracturations. Donc la position des grottes, la planimétrie des grottes, c'est lié aussi à ces fracturations du massif calcaire. Petite interruption, pardon. Le partage d'écran n'est pas activé. Oui, excusez-nous. Donc, Jacques, il n'y a pas le partage d'écran? Est-ce que là, c'est bon? Non plus. Pourtant, j'active. Le plus simple, c'est d'autoriser le partage d'écran aux intervenants, comme ça ils le font directement depuis leur ordinateur et vous aurez moins de problèmes. C'est ce qu'ils font, c'est ce qu'ils font. Ouais. Je vais partager. Je n'arrête pas. Ça progresse. Voilà. Est-ce que c'est bon? Non, on voit le bureau. Il faut toujours l'ouvrir. Vous ne pouvez pas, pendant que notre participant partage. Qu'est-ce qu'il partage? Si vous voyez le bureau, c'est peut-être tout simplement parce que la présentation est en PowerPoint et mise en mode présentateur. Mettez un recopie d'écran sur le PowerPoint. Noémie, viens là si tu veux. Vous voyez ou pas? Ah, ça y est, ça arrive. C'est bon? Oui. Du coup, il faut le mettre en mode diaporama. C'est bon? Oui, c'est bon. Merci. Désolée. Hop, maintenant c'est bloqué. Super. C'est là. Voilà, c'est bon? Tout est bon? Bon, il y a des Covid informatiques également. Donc, je vous parlais des fracturations du Cap Morjou, qui est très dense, comme dans tous ces calcaires, et qui sont un facteur de creusement des cavités karstiques. Or, je me suis amusé à vérifier ça en essayant d'établir à gauche la densité de fracturation en les décomptant sur un cercle par kilomètre carré. Et en fait, on s'aperçoit que la zone la plus fracturée correspond grosso modo à la position de la grotte, pour montrer la liaison entre fracturation et creusement des grottes. Un autre facteur aussi de mémoire, c'est la mémoire climatique portée par ce site, puisque en fait, grotte Cosquer, bon, en gros, il y a deux périodes, 27 000 et 19 000 ans avant nous, et 19 000 ans, on est en plein dans la glaciation, à une époque où l'Europe était complètement englacée, au moins au nord, dans les vallées alpines et pyrénéennes, où la limite des sols gelés en permanence répergés, les sols passaient par Bordeaux, et où les icebergs arrivaient jusqu'à la latitude de Porto. Donc, ce sont des conditions qui n'ont rien à voir avec ce que l'on connaît actuellement, mais qui sont complètement inscrites aussi dans les paysages de la grotte et autour de la grotte. Alors, il y a une logique aussi dans les dépôts quaternaires,
C'est ce qu'un pédologue célèbre, Erhard, avait appelé la bioractistasie, c'est-à-dire qu'en période sèche, qu'elle soit froide ou chaude, il y a production massive de débris, les roches se plaquent et se déposent, alors qu'en période humide, en période dite de biostasie, ce sont essentiellement les phénomènes de dissolution qui se produisent, donc on a des actions pédologiques très très fortes, et c'est l'altération qui domine. Donc on voit ça très bien autour de la grotte Cosquer, à Marseille, dans une petite calanque qui s'appelle la calanque de Marseille-Vert, à une demi-heure du terminus de la route, une calanque qui est remplie de formations quaternaires, de formations continentales d'origine glaciaire. Alors, dès qu'on arrive dans cette calanque, sur le calcaire massif urgonien, on voit des dépôts de cailloutis indurés qui marquent une déstabilisation des versants en milieu glaciaire. Donc, ça marque une dégradation climatique. Et on peut suivre la séquence jusqu'à des formations qui seraient contemporaines de celles de la grotte Cosquer. Quand on monte dans la série, sur ces formations qui seraient du Jurassien, d'après Eugène Bonifay qui a fait sa thèse sur ce secteur, on a des formations de croûte que vous voyez sur la photo de gauche, et peut-être mieux sur la photo de droite, vous voyez en fait des plaquages de croûte avec des encroûtements racinaires qui marquent en fait une période plus interglaciaire, plus chaude et plus humide. Ensuite, quand on remonte dans la série, on s'aperçoit qu'il y a des plaquages de sable qui viennent s'intercaler, qui marquent certainement une dégradation climatique froide et sèche et qui marque le début de la dernière glaciation dans laquelle s'inscrit la grotte Cosquer. Ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est que ces sables que l'on voit ici en coupe, on les retrouve partout dans le massif des Calanques sous forme de plaquages résiduels. Et donc, il devait y avoir des dunes en fait, qui devaient se former sur le plateau continental à l'époque et qui devaient arriver et se bloquer sur le massif des Calanques. Et ça a été érodé. Il ne reste plus que des résidus. Ce sont des témoins de paysages dunaires qui se sont développés dans la région. Donc, ça donne des indications sur l'aspect aussi des paysages. Si on remonte encore le chemin et la série stratigraphique, on voit que les cailloutis deviennent de plus en plus importants et qu'on arrive en fait à des éboulis lités, que certains ont qualifié de grèzes litées, qui sont des éboulis lités très réguliers qui correspondent à un climat franchement périglaciaire. Donc, on pourrait avoir là des dépôts contemporains de l'occupation de la grotte. Donc, voilà une coupe synthétique. Donc, les dépôts contemporains de la formation de la grotte, ça serait ce qui est représenté en jaune sur ce petit schéma avec à gauche la séquence stratigraphique que l'on voit dans cette calanque, qui est un lieu d'excursion géologique intéressant pour les étudiants, entre autres. Donc ça, c'est une tentative de corrélation avec la chronologie classique marine, en fait, des dépôts. Donc, en fait, on est en haut des courbes dans des climats, dans un climat froid, glaciaire, finissant par la remontée actuelle des températures et remontée de la mer. Or, donc, arrive un deuxième point de mémoire actif dans la grotte Cosquer, c'est l'ingression marine, parce qu'en fait, visiblement, comme vous montre cette photo de Jean Courtin qui trempe dans son bain, la grotte a été complètement noyée, complètement non, en partie noyée, heureusement pour nous. Et c'est un cas unique au monde, de site paléolithique, de grotte ornée, en partie noyée par la mer. Donc, pédagogiquement, c'est important, parce que là, vous avez des dessins de chevaux faits au charbon, datés de 18 000 ans, et qui sont à moitié effacés par la mer. Ça montre bien que la mer est remontée après l'exécution de ce dessin par les hommes préhistoriques. Les dessins, les foyers, les charbons, etc. Bien sûr, donc pédagogiquement, on voit bien que la mer est remontée après le passage de l'homme dans la grotte. Or, à gauche, vous avez un plan de la grotte. Tout ce qui est en bleu, c'est ce qui est noyé, et il y a des salles noyées dessous, explorées par les spéléos. À droite, en haut, vous avez une coupe de la grotte qui vous montre qu'on y accède par un siphon qui fait 116 mètres de long et qui mène à deux salles semi-noyées dans lesquelles on peut se déséquiper et circuler, et donc observer. Et en bas, vous avez une photo d'Henri Cosquer pénétrant dans la salle sud, et vous voyez que sous l'eau, vous avez des stalactites, des stalagmites qui ont été formés à l'air libre, qui sont actuellement sous l'eau. Donc là aussi, ça vous retranscrit l'histoire de la remontée de la mer dans ce paysage souterrain. La grotte Cosquer, c'est bien gentil, c'est localisé, mais en fait, toute la région a subi le même régime. C'est-à-dire que tout le paysage littoral
de Marseille et des Calanques est noyée, ou à moitié noyée. Et toutes les îles actuelles que vous voyez sur ces photos, en fait, c'est la partie émergée de montagne qui, à l'époque de la grotte Cosquer, était complètement émergée et un paysage dans lequel chassaient les hommes préhistoriques à la recherche de bisons, de chevaux, d'autres animaux disparus. Alors ça, c'est pas exceptionnel non plus, parce que dans le monde entier, c'est pareil. Et si vous cherchez des côtes calcaires comparables, ben, si vous allez sur les côtes d'Almaty, en Turquie, en Grèce, c'est un peu le même principe. Et ailleurs, dans la baie d'Along, par exemple, vous avez également une zone karstique qui a été noyée par une remontée de la mer. Or, les géologues s'intéressent depuis longtemps à cette remontée de la mer. Vous avez à gauche, en haut, une courbe générale qui vous montre que cette remontée de la mer a subi des phases d'accélération. Il y en a une à 14 000 ans avant nous et il y a une autre à 11 000, 12 000 ans avant nous qui sont bien connues. Il y en a peut-être d'autres. Et donc, pendant que je faisais les fouilles à grotte Cosquer, on avait aussi fait un carottage avec un collègue de la fac de Lumini, Claude de Giovanni, et on avait pu carotter sur un replat sous-marin à 100 mètres de fond des galets de formation littorale avec des moules, donc des coquillages littoraux, et on avait pu dater ces moules à 100 mètres de fond de 14 000 ans avant nous. Donc à 14 000 ans, la mer était à moins 100 mètres. Ailleurs, à 12 000 ans, sur le tombement du Grand Conglou, un collègue, Stéphane Sartoretto, avait pu prélever des trottoirs algaires de littoraux qui avaient pu dater de 10 000 ans. Donc ça donne déjà quelques jalons qui permettent de se raccorder à la courbe générale qui est tirée des récifs coralliens. À droite, vous avez la rade de Marseille, le plateau continental, avec différents paléorivages qu'on a pu effectivement repérer en plus dans le secteur. Donc à Marseille, depuis longtemps, la mer monte. Et en dehors des courbes établies par la géophysique, j'ai listé sur le schéma de droite les différents cas, observations de terrain, qui s'inscrivent bien dans cette remontée de la mer avec les 14 pipi, le rivage de 55 mètres du Grand Conglou et des observations en grotte effectuées par Eugène Botifay postérieurement à sa thèse. Donc ça fait un peu double emploi, la courbe avec les repères. Et on peut peaufiner parce que il semble que cette courbe postulée continue par l'étude des récifs coralliens a subi des phases d'accélération et de ralentissement. Ici, par exemple, près de Toulon, à Port-d'Alon, avec un collègue biologiste, Jacques Laborel, nous avions observé et photographié ici ce qu'on appelle des encoches. À gauche, c'est une encoche située à 7 mètres, donc c'est une zone de battement des vagues, et à droite, à 35 mètres, également une zone de battement des vagues, ce qui montre que la mer s'est arrêtée pendant 2-3 000 ans ses profondeurs tout en remontant régulièrement. Donc, une remontée saccadée plutôt qu'une remontée continue qui complique un peu le. Alors, j'avais également étudié la succession des replats d'érosion, des replats d'abrasion dans la rade de Marseille, et là aussi, on a une séquence qui suggère que cette remontée s'est faite de façon avec des interruptions. Alors, pour les derniers 5000 ans, il y a un collègue de géographe, Christophe Orange, qui avait étudié à droite les fouilles de la Bourse et à gauche les trottoirs algaires, les trottoirs algaires étudiés par Jacques Laborel, qui remontent à leur base à peu près à 1000 ans avant nous et qui sont des micro-récifs étagés, édifiés lors de la remontée de la mer. Donc, la mer était encore à 1,25 m sous le niveau actuel, il y a 2600 ans, donc c'est un des résultats de ces observations qui sont peaufinées ici par les fouilles effectuées à côté de la mairie, à la place Jules Verne, où Christophe Orange a pu corréler les résultats des trottoirs algaires avec les résultats des fouilles archéologiques. Donc, question en aval, quand la grotte Cosquer a-t-elle été fermée par la montée des eaux, on a fait des prélèvements algaires à la base du siphon, à l'entrée, et ça montre que ça se situe vers 7000 ans, grosso modo. Donc, depuis 20 000 ans, la mer ne cessait de monter de 135 mètres jusqu'au niveau actuel. Vous avez à gauche une
quart du plateau continental, et à droite, les différentes étapes de remontée, sachant que cette remontée a submergé un plateau continental criblé de dépressions fermées, poliers et dolines, qui sont des formes karstiques terrestres tout à fait classiques, et avec une remontée de la mer qui continue probablement, parce que depuis 1994, Michel Olive et Luc Vanrel, qui sont allés fréquemment dans la grotte, ont vu effectivement des cas de remontée de la mer par rapport aux petits chevaux assez inquiétantes. Lorsque c'est un changement météo à court terme, il y a une tendance à long terme du changement climatique. L'avenir nous le dira. On peut s'inquiéter parce que nous sommes encore en interglaciaire, et si on se reporte aux dernières interglaciaires d'il y a 125 000 ans, la mer était encore à plus 100 mètres, la mer était remontée à plus 100 mètres par rapport au niveau actuel, et si on remonte à 15 millions d'années, au Pliocène, quand toutes les calottes glaciaires avaient fondu, les rivages se situaient à plus 80 mètres. Or, la grotte est-elle menacée d'écroulement? On peut aussi s'en inquiéter quand on voit dans la grotte quantité de concrétions cassées, brisées par le déplacement du plafond. Et en fait, la grotte se présente comme un sandwich entre deux bancs calcaires et la tranche de pin du haut a tendance à glisser par rapport à celle du bas, et ça a cassé ces concrétions. Donc, ces bris de concrétion sont postérieurs au Mané-Gatti, datés de 27 000 ans avant nous. Donc, ça a sans doute eu lieu entre les deux phases de fréquentation de la grotte principale. Or, il y a aussi les concrétions qui peuvent attirer l'attention des géologues, il y a aussi leur histoire, leur mémoire. Vous avez sur les œuvres d'art des petites cristallisations qui sont des gages d'authenticité, bien sûr, des peintures. Vous avez des planchers stalagmitiques bien développés qui tapissent les sols. Vous avez certains fossiles, comme ici un petit crabe coincé dans ces planchers, qui montre qu'il est imprudent de s'aventurer dans les grottes sans fil d'Ariane, ça peut être dangereux, on risque de finir comme ça. Vous avez des coulées calcitiques, particulièrement dans la salle nord, qui ont sans doute oblitéré certaines peintures. Et vous avez des stalactites anciennes qui sont brisées. Là aussi, on peut se poser la question de pourquoi. Vous avez là aussi des petites concrétions très très fines, sans doute beaucoup plus récentes, qui sont complètement tortillées, ce qu'on appelle des excentriques, et vous remarquerez que les parois sont grattées systématiquement. C'est le mode milch, c'est-à-dire de la décomposition du calcaire superficiel qui a été récupéré par les hommes préhistoriques, peut-être pour des colorants, et ils ont aussi fait des gravures dessus, comme ici, vous avez un signe classique de grotte côtière, un signe en rectangle, sur une paroi où le mode milch a été raclé furieusement. Donc, on peut faire tenter une chronologie de ces concrétions. Il y a une histoire du concrétionnement qui est également à dépouiller. Donc, c'est aussi une mémoire climatologique plus récente que celle du reste de la grotte. Enfin, il y a aussi une histoire à débrouiller. Et vous avez aussi pas mal d'argile aussi, de calcification, de dissolution qui ont été grattées par les hommes préhistoriques. Et donc, à partir de toutes ces observations, on peut rêver au paysage de l'époque pour inspirer les gens qui vont faire les reconstitutions de la réplique, en sachant qu'à l'époque où le plateau continental était découvert, les bouquetins étaient pareillés pas dans les paysages chaotiques du massif des Calanques. Les chevaux, les aurochs et les bisons, il faut plutôt les imaginer sur le plateau continental actuel. Les phoques et les pingouins, bien sûr, se trouvaient certainement près des plages où les hommes préhistoriques allaient les observer et qu'ils ont très bien représentés dans la grotte. Or, les foyers de la grotte permettent aussi d'avoir quelques indications climatiques. On a essentiellement des pollens de pins sylvestres, des charbons aussi. Et donc, c'est un arbre qui actuellement pousse à 1000 mètres d'altitude, donc un climat plus frais que l'actuel, on s'en douterait, vu le contexte glaciaire. Dans quelques paysages qu'on peut imaginer de l'époque, une steppe froide qui ressemblerait sans doute à la steppe mongole, donc pour inspirer nos reconstitutions. On a des taillis de pins sylvestres, des dolines très abondantes qui devaient constituer des points d'eau auxquels les animaux pouvaient s'abreuver, des épandages de dunes qui se déplaçaient sur le plateau continental à partir du littoral, balayés par les vents, dans un climat froid sous un paléo mistral sans doute assez glacial. Et donc, voilà tous les éléments pour faire émerger ce grand projet de reconstitution de la grotte Cosquer en 2022. C'est un peu rapide, mais je l'ai mis un parti. Et les Covid informatiques. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Et la vidéo, on dirait qu'elle est coupée, moi. Ouais.
Ah oui, il faut débrancher son. Ah, voilà. Eh bien, merci Monsieur Colina-Girard pour cette présentation fort intéressante et dense. Nous allons maintenant passer la parole à Hélène Valadas, qui va évoquer donc les datations réalisées sur les peintures pariétales. Donc, Hélène Valadas travaille au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, CNRS-CEA, à Saclay, donc basé à Gif-sur-Yvette. Voilà. Hélène, c'est à vous. Voilà. Voilà. Vous pouvez le mettre en diaporama. Il faut le mettre ici ou là-haut. Voilà, diaporama, c'était bon. Ouais. Parfait. Merci. Bonjour chers amis, bonjour chers collègues, bonjour à tous. L'étude chronologique que je vais vous présenter est le résultat d'un travail d'une trentaine d'années qui a été réalisé en collaboration avec des archéologues, Jean-Claude, Jean Courtin, Luc Vanrel, Michel Lelive et Xavier Delestre, et le Centre des faibles radioactivités devenu le laboratoire des sciences du climat et de l'environnement auquel j'appartiens. Donc, ces archéologues et tous mes collègues du laboratoire, que je ne peux pas lister parce qu'ils sont trop nombreux, mais qui ont participé aux datations, sont naturellement associés à cette présentation que je vais vous faire. Voilà. Donc, pour commencer, la grotte Cosquer semble avoir été extrêmement bien datée, mais gardons à l'esprit que seulement 41 échantillons ont été datés, dont 31 dessins, alors que la grotte en possède plus de 250. Voilà, donc c'est un travail qui est important, mais qui est, ma foi, partiel, on peut dire. Voilà, donc c'est l'occasion de rendre hommage à Jean-Claude et Jean Courtin, qui ont mené l'étude entre 1992 et 1998. Voilà. Ces deux archéologues ont remarqué qu'il y avait de nombreuses gravures, de nombreux dessins, et surtout qu'il y avait des superpositions entre ces éléments graphiques. Ils en ont déduit qu'il y avait au moins 2, sinon plus, périodes de décoration de la grotte. Mais naturellement, ils ne pouvaient pas chiffrer le temps qui s'était écoulé entre les différentes interventions humaines sur les parois. Alors, dans le même temps, des analyses anthracologiques des pigments utilisés sur les parois par l'homme préhistorique ont été réalisées au CNRS, et ces analyses ont révélé que le pigment noir avait été obtenu avec du charbon de bois, du Pinus sylvestris. Autrement dit, charbon de bois, cette présence de charbon de bois offrait la possibilité de faire des datations par le carbone 14. Alors, ici, vous voyez, enfin, vous avez déjà vu les superpositions, mais sur la diapositive, voilà, sur la diapositive à gauche, oui, ben, je peux pas voir, oui, ma souris marche mal, mais vous voyez bien qu'à côté du dessin noir, sous le dessin noir et par-dessus, plus exactement, il y a énormément, ben, il y a des superpositions, voilà. Vous le verrez à plusieurs reprises tout au long des présentations. Voilà. Alors, Jean-Claude et Jean Courtin ont alors fait appel au laboratoire, qui était à l'époque le Centre des faibles radioactivités, parce que ce laboratoire possédait sur son campus un spectromètre de masse par accélérateur. Ce spectromètre de masse par accélérateur, dont le développement remonte aux années 80, permet de faire des datations carbone 14 avec une quantité très faible de carbone, c'est-à-dire par rapport à la méthode classique fondée sur la mesure de la radioactivité bêta, eh bien, la masse d'échantillons nécessaire à l'analyse
est 1000 fois plus faible. Sur le temps d'étron qui a été utilisé pour la datation prélevée par Jean-Claude et Jean Courtin, eh bien, la masse analysée était d'1 milligramme ou moins. Voilà. À droite, vous avez, je vous présente, vous avez l'accélérateur Artemis installé sur le campus de Saclay et qui a été utilisé pour la série de prélèvements faits par Luc Vanrel et Michel Olive. Voilà. Avec cet appareil, on est descendu à quelques centaines de microgrammes. Alors, ces gros appareils, qui sont énormes, il faut bien le dire, permettent d'isoler les atomes de carbone 14 et de les compter individuellement dans des chambres d'ionisation. Voilà. Encore quelques mots à dire sur la datation carbone 14. Vous savez que les âges carbone 14 doivent être corrigés pour tenir compte de la variation de production du carbone 14 au cours du temps. Alors, depuis une cinquantaine d'années, des centaines de laboratoires travaillent sur cette calibration et on est capable de la faire, c'est-à-dire on est capable de transcrire les âges carbone 14 en âge calendaire jusqu'à 40 000 ans environ, c'est-à-dire qu'on est capable de couvrir tout le peuplement de l'Europe par l'homme moderne, toutes les populations d'hommes modernes du paléolithique supérieur, et c'est absolument formidable de pouvoir discuter en âge réel. Autre chose que je voulais vous signaler, c'est que ces échantillons pariétaux se trouvent en surface des parois, et dans le cas de la grotte Cosquer, vous avez vu, la mer monte et peut apporter des contaminations. La datation carbone 14, les âges carbone 14 sont, peuvent être biaisés par des contaminations en carbone récent. C'est-à-dire, si l'échantillon contient du carbone récent, eh bien, l'âge de l'échantillon préhistorique est rajeuni. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Voilà. Donc, de 1992 à 1998, Jean-Claude et Jean Courtin ont fait des prélèvements sur 14 représentations pariétales, 11 animaux, 11 représentations animales et 3 mains négatives. Ils ont également prélevé des charbons au sol. Alors, voici un plan de la grotte. Les zones bleues sont les zones actuellement immergées et la plupart, évidemment, les échantillons ont été prélevés sur les parois. Quelquefois, donc, comme vous avez vu, les chevaux, c'est une zone où l'eau est montée. Et voilà les petits chevaux que vous a montré Monsieur Colina Girard. Voilà. Alors, dans cette partie-là, il y a des mains négatives, vous le voyez, encore des mains négatives. Jean-Claude et Jean Courtin en ont prélevé 3. Ils ont prélevé 2 chevaux et 2 bisons. Voilà. Et en plus, s'ajoutent des signes indéterminés, dont un signe ovale, un signe en étoile, et un mégacéros, vous voyez, qui se trouve ici, et un cerf. En plus, un petit félin. Voilà. Donc, les datations ont été réalisées sur tous ces échantillons et je vais vous les présenter maintenant. Voilà. Alors, exceptionnellement, dans mon exposé, sur cette figure, les âges sont donnés en âge carbone 14. Ensuite, on ne parlera plus que d'âge calendaire. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit qu'il y a 2 clusters. Un cluster autour de 18-19 000 ans, 18-20 000 ans, qui correspond, je pense, au Solutréen, et un autre vers 27 000 ans, 27-28 000 ans. Voilà. Et qui correspond à la période gravétienne. Alors, restons avec le gravétien. Le gravétien comporte surtout les mains négatives, qui sont indiquées en rouge, le signe ovale en jaune et des échantillons prélevés sur le sol en bleu.
bleu ou noir, hein, je ne vois pas très bien. Alors que la période récente comporte des représentations animales et également des charbons récoltés dans des foyers. Encore une fois, chaque couleur représente un animal. Par exemple, les chevaux sont indiqués en bleu et les bisons en vert. Voilà. Alors maintenant, je voudrais attirer votre attention sur 2 points. D'une part, vous voyez, il y a un petit bison. Les bisons dans la grotte sont situés dans le même secteur. Eh bien, il y a un bison qui appartient à la première période de décoration. Le bison 2, oui, voilà. Alors que le bison 1, qui est situé assez près, appartient à la 2e période de décoration. Et selon les préhistoriens, selon Clotte et Courtin, eh bien, ces bisons possèdent les mêmes caractères stylistiques. Voilà, donc étonnant. Pendant la première période, on a aussi représenté des animaux. Alors, on peut se poser une question, est-ce qu'il s'agit de charbon ancien récolté par les populations solutréennes qui a été utilisé pour faire des figures, pour faire un bison? Nous n'avons pas de réponse. Ou est-ce qu'il y a eu récurrence de certaines conventions stylistiques? Voilà. Le deuxième point sur lequel je voudrais attirer votre attention est la présence de ces 2 datations qui se situent, qui semblent un peu plus jeunes que les autres, qui sont comprises entre les 2 clusters. Alors, on peut se demander s'il n'y a pas eu une 3e période d'occupation de la grotte. On peut se demander aussi si ces 2 âges un peu plus récents ne sont pas la conséquence d'une contamination de l'échantillon. Voilà. Donc, ces premiers résultats avaient, on peut le dire, confirmé les observations de Jean-Clotte et de Jean Courtin. Vous voyez, je ne vous ai pas montré les 2 bisons à côté, voilà, très bien. Mais ces auteurs, quand ils ont terminé les études, avaient noté que certainement il y avait bien plus que 2 interventions humaines dans la grotte. Avec Jean-Clotte et à partir de 2012, Luc Vanrel et Michel Olive ont repris l'étude de la grotte. Ils ont prélevé 23 nouveaux échantillons sur lesquels 46 datations ont été faites. Oui, on ne se contente pas de faire une datation par échantillon, il y a tout un tas de tests qui doivent être réalisés au laboratoire pour vérifier que tout se passe bien. Voilà, donc c'est évidemment toujours beaucoup plus de travail que le nombre d'échantillons qui nous sont confiés. Alors, parmi ces 23 nouveaux échantillons, eh bien, il y avait 4 dessins datés précédemment, les 2 chevaux et 2 bisons, et il y avait 10 nouvelles représentations animales et des mains. Alors, de nouveaux chevaux, de nouveaux bisons, 2 méduses, un petit pingouin, 2 mains négatives et une silhouette animale indéterminée. Alors, vous avez ici, ça c'est un pilier sur lequel Luc Vanrel a fait des prélèvements avec énormément de soin. Même chose pour les fameuses poulpes, vous voyez cette photo ici, les petits pingouins et enfin un pilier sur lequel il y a une tête de cheval et que vous a montré M. Colina Girard et qui se trouve maintenant en partie immergé. Voilà. Alors, Luc Vanrel et Michel Olive, qui ont travaillé dans la grotte, ont constaté que toute la paroi était travaillée et que ils en ont déduit que l'histoire des interventions humaines au sein de la grotte était certainement très complexe. Voilà. Et voilà. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure de la récurrence de certaines représentations. Alors, ici,
chaque couleur représente des datations. Voilà. Les chevaux sont figurés en rouge, les bisons en bleu et les petites mains négatives en marron, sont entourées d'un cercle au moins. Alors, ici, vous avez, je ne vous ai pas encore montré un tel diagramme, mais vous avez en fonction du temps, donc ici on a 20 000 ans, 22, 24 000 ans, 26 000 ans, 28 000 ans, 30 000 ans, 32, 34, etc. Vous avez la distribution des probabilités obtenues après calibration des âges carbone 14. Ici, ce sont les échantillons. Cheval 1, cheval 5, bison 1, bison 2, vous voyez? Voilà, chaque cercle représente un échantillon. Alors, j'ai commencé par ce qui nous pose le plus de problèmes. C'est le cheval 1. Vous voyez, le cheval 1, il avait donné un âge, il appartenait à la première période, à la deuxième période de décoration de la grotte. Dans la présentation des résultats que je vous ai montré tout à l'heure, c'était Solutré 1, eh bien, vous voyez, le deuxième prélèvement a donné, a donné un âge, voilà, a donné un âge gravétien. Alors, c'est extrêmement, bon, je n'ai pas d'explication. Il est possible que cette figure ait été retouchée ou que les prélèvements qui ont été faits par nos collègues n'aient pas été faits exactement sur la figure, mais à côté, enfin, vous savez, j'ai absolument pas d'explication, mais là, il y a eu 2 datations sur le même prélèvement et là, une seule, et vraiment, c'est absolument incompatible, c'est pas compréhensible. Voilà. Sur le cheval 5, vous voyez, eh bien, on a des résultats qui sont globalement compatibles, mais ce qu'on voit, c'est que, voilà, pour les chevaux, eh bien, on a un éparpillement des dates entre 20 000 et 30 000 ans. Les nouvelles datations effectuées sur les bisons ont confirmé l'âge ancien, obtenu sur le bison 2, vous voyez, alors que le bison 1 appartient à la deuxième période de décoration. Quant aux mains négatives, eh bien, elles se situent toutes dans la première période de décoration. Vous voyez, ce que je vous montrer ici, c'est que quelquefois les datations soulèvent des problèmes qu'il faudra tenter de résoudre in situ. Voilà. Bon, maintenant, je voulais vous montrer des comparaisons entre des échantillons datés 2 fois. Alors, c'est le cheval 5, vous voyez, je vous présente des âges calibrés, 27, 26 000 ans, 27, 28, 27, enfin bon, vous voyez en gros, les âges sont globalement compatibles, globalement. Les choses sont meilleures avec le bison 1, vous voyez, avec quand même un âge plus jeune obtenu ici, qui peut être le signe d'un résidu de contamination encore contenu dans l'échantillon qui a été daté. Et puis, bon, même remarque pour le bison 2, qui a toujours donné des âges bien resserrés. Quant aux mains négatives, je vous l'ai dit, elles appartiennent tous à la deuxième période de décoration. Hélène, Voilà. je vais vous demander